François Ruffin continue sa lente et inéluctable glissade vers la droite, parce que je pense qu'il a compris que c'était le seul endroit où il allait pouvoir essayer d'aller ramasser un petit peu. Il regarde avec gourmandise la chute terrible, catastrophique et ridicule de Jordan Bardella en se disant il y a peut-être un petit truc à prendre. Et du coup, il est en train d'aller dans cette voie. Là, vous allez voir, on va regarder deux extraits. Un premier extrait où il vient sucer les petits patrons. Oui, ça devient une espèce d'habitude à gauche. Alors autant vous dire qu'on ne va pas vous lâcher les couilles à tous sur cette question-là, parce que là, vraiment, c'est un enjeu de remettre de la lutte des classes dans nos discours. Bon, ça, c'est pas le seul, malheureusement, à le faire. Et il va aussi aller sucer le Puy du Fou, les amis, cette antre royaliste, traditionnaliste, anti-républicaine. Pour regarder tout ça, j'appelle mon ami Chris. Chris, comment ça va? Es-tu prêt à regarder François Ruffin, le droitier, venir chasser sur les terres du Rassemblement national? Ouais, alors c'est marrant parce que quand tu dis il vient chercher sur les terres du Rassemblement national, mais tu sais, du Rassemblement national. Ah, ben populaire. Ouais, et puis surtout, enfin, plutôt que les élites comme lui ou les médias se représentent, Oui, tu vois, c'est ça. c'est ça qui est intéressant. Ils sont dans les Ouais. petites PME, alors c'est en partie vrai, parce que c'est pas non plus, ça peut pas non plus être un délire, mais ils sont dans les petites PME, ils aiment bien le Puy du Fou, je sais pas, tu vois, ils regardent Plus Ouais. belle la vie. Et les genre. saucisses. Et les Et les saucisses, saucisses aussi. ils font des barbecues, tu vois. Et vraiment, ça, c'est. Pour lui, c'est parfait, quoi. Tu vois, il se dit, c'est ça, je vais aller les reconquérir ici et tout. Et vraiment, c'est une vision médiocre de la politique pour moi. Ah bah oui, oui. Pour moi, c'est vraiment la médiocrité de penser la politique comme on part du réel et on leur dit ce qu'ils veulent entendre. Tu vois, on essaye d'être adéquat à ce qu'ils veulent entendre et jamais considérer que les espaces politiques, les masses politiques, c'est, tu vois, genre, t'es porté toi-même par les masses, tu vois ce que je veux dire, et tu les élèves quelque part, tu les amènes quelque part, c'est une dialectique entre les deux. Non, là c'est ah ben je vais vous écouter et puis vous allez me confier les clés, tout. Tu vois, c'est cette vision là vraiment de je suis votre mandataire, quoi, tu vois, je suis votre délégué, quoi, et ben en fait vraiment pour moi je trouve que Ruffin pour ça est anti-populaire, faussement populaire. Et quand il essaye de faire le populaire, il est vulgaire. Tu vois, il est bas, quoi. Il est gras, quoi. Il est épais, comme dirait Louis-Ferdinand Céline. Et on va le voir dans l'extrait du Puy du Fou. C'est un manque de profondeur, quoi. Moi, j'adorerais voir Mélenchon au Puy du Fou, avec le gars du Puy du Fou. Là, ça parle d'histoire. On va voir, ça va parler de, comme dirait Zoé, de slop, quoi. Tu vois ce que je veux dire? De trucs de niveau, je sais pas, c'est du sous Natacha Polony, quoi. Ah tu oui, vois, oui, enfin, oui, c'est oui, voilà, oui, oui, oui. c'est assez médiocre. Et du coup, pareil sur sa vision qu'il a, pareil, des petits patrons. Et en vrai, je trouve que à vouloir trop, ça c'est son leitmotiv, faire de l'incarnation. Les petites gens, les Corinne, les Kader, les machins et tout, tu vois. En fait, c'est faux. En fait, il croit qu'il parle des gens, mais il parle juste de stéréotypes qu'il a dans sa tête. Et ce gars, avant tout, avant sa médiocrité en termes de charisme, avant sa faiblesse culturelle, avant son opportunisme, parce que ça on n'oublie pas assez, mais son opportunisme absolu, allez voir la critique qu'on avait fait avec Zoé sur sa capacité à changer de maillot entre deux tours, ça c'est... Parce que on va parler de Révolution française après, je sais quel genre de gars est Ruffin pendant les révolutions, c'est des gars à qui on met des commissaires politiques autour, tu sais, comme pour vérifier qu'ils passent pas à l'ennemi. C'est pour ça que ce type a presque un espace, tu vois, pour faire... Je pense qu'il y a un espace, tu vois, dans ce truc-là, peut-être de 6-7%, mais il en fera que 3, parce qu'en fait, il a même pas le niveau de capter son propre espace. C'est vraiment un gars médiocre. Alors, on va se garder le Puy du Fou pour la deuxième partie, les amis, parce que là, vraiment, on le voit raconter des dingueries. C'est assez incroyable. Pour l'instant, on va commencer par un petit extrait de François Ruffin qui est invité aux rencontres de la FCA, la Fédération des commerces et coopératives, je sais pas quoi, c'est ça, Chris, globalement? Et associé, voilà. Voilà, donc un truc de commerçant, etc. Donc on comprend pourquoi il va venir tenir un discours assez pro-petit patron, etc. On va voir si c'est assez différent du discours qui avait été tenu par l'aile droite de la France Insoumise et notamment par Aurélie Trouvé. On a fait deux capsules différentes là-dessus. Une première que j'ai faite avec Chris, qui date du début d'année. Une deuxième plus récente que j'ai faite avec Padu, suite à l'intervention d'Aurélie Trouvé à la Boétie, qui, je trouve, était catastrophique. Et je maintiens vraiment. Vous savez qu'ici, nous, on soutient la candidature de Jean-Luc Mélenchon, on va y aller à fond pendant 10 mois, etc. Mais il y a vraiment des trucs sur lesquels on ne veut pas lâcher, et ça, là-dessus, on ne va pas lâcher. Nous, on est persuadés que l'avenir de la gauche radicale dans ce pays, c'est de faire une analyse et une actualisation de où en sont la lutte des classes dans le pays, quelles sont les classes progressistes, quelles sont les classes qui sont plutôt conservatrices et réactionnaires, faire cette analyse-là de manière sérieuse, complexe,
Je vous spoil un peu, mais ça bosse dessus dur de notre côté et dans quelques mois, on pourra vous en dire plus. Mais voilà, il faut essayer de comprendre qui sont les classes qu'on peut aller mobiliser et honnêtement, quand on essaye de faire cette analyse un peu sérieuse, etc., penser que l'avenir, c'est faire l'alliance entre ce qu'on appelle le petit patronat, je mets 12 millions de guillemets autour, avec le salariat, etc., nous, c'est vraiment, on le pense, hein, une erreur stratégique majeure. Donc, quand ça vient de la FI, ça nous énerve. Quand ça vient de Ruffin, alors là, j'attends de voir ce qu'il va dire. Mais je pense que ça va être encore pire parce que lui-même est un petit patron, il me semble. Hein, c'est le Ah oui, patron oui. de Fakir. Donc voilà, je me Ah, et souviens quand pas je des l'avais plus vu. respectueux du personnel. Ouais, je crois que. Mais il s'était targué, tu sais, de ne jamais avoir été en déficit, de machin, de trucs. Non, Voilà. truc de petit patron, hein, d'ailleurs. Je rappelle la Fédération du commerce coopératif et associé. Ça, c'est aussi un truc. C'est comme vous entendez coopératif, coopérative, mutuelle, machin. Alors, vous avez l'impression que c'est pas capitaliste ou c'est non, vraiment c'est des grosses structures. Enfin, je veux dire, par exemple, le monde du lait, etc. C'est des énormes structures dites coopératives. À la fin, c'est des profits monstrueux. Ils sont pas redistribués. Lactalis, c'est une coopérative, par exemple, il me semble. Lactalis, Non, je ne crois pas. peut-être pas. Mais Peut-être pas. Sodial, Ouais. Eurial, voilà, des grosses coopératives de lait comme ça. Mais du coup, c'est des vraiment très très gros consortiums. Super U, par exemple, si vous connaissez les magasins U, c'est du coopératif. Il y a des profits énormes à la fin. Ça se redistribue. Il y a des guerres politiques internes. Enfin, c'est vraiment. Et les salariés ne sont pas spécialement bien traités chez Super U. Hein. Voilà, pour le coup, alors là, ce qui est intéressant chez eux, c'est comme effectivement, c'est vraiment un tissu à socialiser en premier. On pourrait effectivement se dire que les premiers il y a des très grosses structures, typiquement comme Carrefour, tu sais, dans la distribution. Eux, faudrait devenir direct les magasins municipaux. Parce qu'en fait, ils ont déjà une structure hiérarchique sur laquelle on peut faire de la planification. C'est moins le cas avec des systèmes comme les coopératifs où il y a les petits magasins, chacun dans leur coin. Les mousquetaires Intermarché, c'est pareil, il y a des petits magasins, chacun dans leur coin, et puis des franchisés, tu vois. Mais eux, par exemple, il faudrait en faire des pôles locaux, tu vois, voilà, et les rendre directement à leur population, parce que c'est des petites seigneuries locales, le système Leclerc, c'est pareil. Voilà. Mais en tout cas, vraiment, quand vous entendez coopératif, ou associés, machin. Ne vous faites pas avoir, comme dit Zoé. Tout ça, c'est des coulacs, c'est du capital. Voilà. Ne vous faites pas avoir, quoi. Voilà. Bah oui, oui, et moi, tu vois, dans mon milieu, le soin, c'est les mêmes qui vont te raconter qu'en fait, les revendications des soignants libéraux et particulièrement des médecins libéraux, en fait, c'est exactement la même problématique que les travailleurs et travailleuses du soin qui travaillent, par exemple, à l'hôpital public ou les meufs qui travaillent à la DMR, tu sais, qui font de l'aide à domicile et tout. La vérité, c'est que le fait qu'ils soient des libéraux indépendants les empêche d'avoir les mêmes intérêts que les travailleurs de l'hôpital public. C'est ça qu'il faut vraiment bien comprendre sur notre critique, c'est qu'en fait, ta position, ta place dans le rapport de production, quand tu es un petit indépendant qui bosse pour ta gueule, etc. Alors, quand tu deviens un patron avec plusieurs employés, là, c'est encore plus. Hein. Mais quand tu es un petit indépendant libéral, etc., tu es orienté, de fait, vers des intérêts qui ne sont pas faire tourner un système de soins le plus gratuit possible, travailler en équipe, etc. Tu n'es pas orienté vers ça. Et c'est pas parce que tu es gentil ou méchant, c'est la structure même de l'organisation de ton métier qui veut ça. Donc, il faut arrêter de se raconter que oui, mais après tout, mettons notre divergence de côté et tout ça, c'est des trucs qui se passent dans la tête des gens. C'est pas comme ça que ça se passe dans la vraie vie. La place dans le mode de production de quelqu'un est centrale pour ensuite le projeter vers des projets politiques qui vont être plutôt l'un ou plutôt l'autre. Et c'est pour ça, moi, par exemple, que je milite pour qu'à terme, il y ait une fonctionnalisation complète des médecins, parce que je suis persuadée que quand on aura viré des structures privées, quand on n'aura plus de possibilité d'être installé en libéral, ça va rendre les médecins beaucoup plus progressistes, parce qu'ils auront un autre rapport à leur tâche et à leur métier. Je prends l'exemple des médecins, mais vous pouvez le trouver avec plein de gens. Allez croire que gagner la présidentielle, c'est construire un bloc en scindant, on va dire, une certaine forme de petit capital, tu vois, contre un grand capital. C'est vraiment, je pense, la pire stratégie pour la gauche de rupture. Voilà, c'est pour ça qu'on se tape sur la FI, mais c'est vraiment la pire. Voilà. Ce n'est pas ce dont on a besoin. L'état du monde est catastrophique aujourd'hui. L'État n'a pas besoin de petits patrons qui entreprennent, etc. L'État a besoin de planifier, de socialiser, de généraliser, de partager le travail. Les petits patrons ne peuvent pas être un relais pour ça. Leur mode de production est archaïque, et vraiment s'appuyer sur eux, faire croire qu'on s'appuie sur eux, qu'on va s'appuyer sur leur tissu de, de salariés en les flattant, c'est faux. Ils ne sont pas un relais premier auprès de leurs salariés en termes politiques.
il y a toute une structuration de l'espace politique, c'est-à-dire de gens qui sont, ce que moi j'appelle des ouvriers libéraux concurrentiels, là, qui ont du travail, etc. C'est ce qu'on appelle le producérisme et tout. Mais elle ne se fait pas par rattachement à leur patron, même si ça peut être le cas. Elle se fait dans un monde où il y a du chômage. Et là, c'est ça le producérisme. C'est pourquoi il y a des ouvriers de droite qui votent RN, au-delà du pacte raciste, c'est aussi parce que ils ont l'impression de valoir mieux que ceux qui ne travaillent pas. Ça a toujours été le rapport de l'effort, du travail, ce que la bourgeoisie vend aux salariés, aux ouvriers, cette fameuse valeur travail générale qu'il faudrait bien maîtriser, et il faut se donner, c'est important pour le collectif et tout, ce qui est vrai. Mais en fait, ce n'est jamais que pour se faire exploiter à la fin. Voilà, c'est une espèce d'effort individuel. Or, la gauche, nous, ce qu'on est, c'est l'effort collectif du travail. Voilà, et donc il faut le partager, y mettre des règles communes, et la petite coopération, voire la petite concurrence patronale ne sera jamais un relais. Elle ne l'est pas dans une phase où les forces productives se développent, elle l'est encore moins quand elles sont en crise. Vraiment, c'est catastrophique de les valoriser parce que, et je le redis une fois de plus, c'est les forces réactionnaires. À la fin, ces petits patrons en crise, c'est ceux qui ont donné le fascisme dans les années 30. Hein. Donc, faut pas jouer avec ça, quoi. Faut pas jouer avec ça. Ça veut pas dire qu'on va dire que c'est une bonne idée de dire Didier, maçon, propriétaire de sa SARL, c'est la même chose que Bernard Arnault, tu vois ce que je veux dire? On va pas dire ça, le gars, sûrement, il porte des sacs, etc. La question, c'est pas de les mettre à... Ça y est, je vais me faire tuer pour révisionnisme. Non, mais parce que de fait, dans le bâtiment, globalement, Oui, dès que les gars, plus, ils ont plus de 2-3 gars qui bossent pour eux, ils touchent plus un sac de ciment, hein, faut arrêter. C'est exactement ça. Non, mais tu vois, mais imaginons un petit patron, tu vois, même ce petit patron-là qui touche pas un sac, il a pas les revenus et le consortium, tu vois. Mais c'est réellement pas la même chose. Et nous, en tant que marxistes, ce qu'on dit, vas-y, c'est aller voir la vidéo qu'on a fait avec Zoé, mais celle qu'on a fait avec Todd, où on parle de ça, cette projection, c'est le potentiel, c'est vers ce quoi se projettent les gens qui font leur activité immanente aujourd'hui. C'est pas la photo, quoi. C'est le scénario du film, quoi, qui fait qu'on analyse un plan. Et donc, ça, c'est vraiment fondamental parce que ça veut dire, oui, on va pas se mettre à dire, tous les patrons, t'es un slope un peu gauchiste, c'est genre, si vous avez un salarié, vous êtes Bernard Arnault. Non, c'est pas effectivement la même chose. La question, c'est pas ça. La question, c'est de dire ce n'est pas sur eux qu'il faut appuyer une politique et la résolution des problèmes que vivent les forces productives aujourd'hui. C'est ça qu'il faut dire. C'est que donc, vous ne pouvez pas être la solution. Vous pouvez demain mettre vos compétences dans un système plus collectivisé, plus socialisé, plus coopératif, plus... Tu vois ce que je veux dire? Mais vous ne serez pas les gens sur lesquels on va parier pour résoudre les problèmes fondamentaux, sociaux, environnementaux, etc. Vous ne pouvez pas être ça, même si demain on vous libère des cotisations sociales, des impôts, je sais pas quoi, etc. Non, on ne veut pas de votre tissu qui tend vers le grand capital quand on le laisse faire pour pouvoir résoudre les problèmes. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre, quoi. Et sur ce, mon cher Chris, on y va, on écoute François Ruffin, parce qu'en fait, toi, tu crois que tu as compris des choses, mais François Ruffin les a mieux comprises que toi, je te le dis. Dans la voix des patrons de PME, et je fais clairement la différence avec les firmes. J'entends la difficulté d'un patron de PME quand il doit faire un plan social dans son entreprise, les nuits d'insomnie qu'il a. Oh putain, mais sans déconner. Et vraiment, tu vois, là... Pardon, je reste calme. Non, mais vraiment, tu vois. Les nuits d'insomnie, d'accord, c'est pour les gens qui vont perdre leur travail et qui, eux, n'ont pas le capital pour pouvoir gérer derrière. Voilà, c'est ça qui va se passer. Le pire, c'est que oui, il y a peut-être des gars qui font des nuits d'insomnie. Oui. Non, mais premier degré, moi, je pense qu'il y a effectivement des gars, ils doivent virer des gens et tout ça, et ils font des nuits d'insomnie, tu vois, ils trouvent ça pas cool. Je pense qu'il y a des gars, quand, tu vois, j'avais parlé plusieurs fois de la Syrie, du fait que chez moi, une des entreprises pas loin où il y a le plus d'accidents de travail graves et tout, c'est une Syrie. Moi, je veux bien croire qu'il y a des mecs, patrons, quand ils apprennent qu'un de leurs employés s'est fait broyer sous une machine, que le gars a été transféré en urgence au CHU le plus proche en hélicoptère, qu'il a failli y passer, qu'il y est peut-être passé, que finalement il n'y est pas passé, mais qu'il va être multi-opéré, qu'il va rester alité pendant des années, peut-être qu'il pourra jamais remarcher, etc. Je pense sincèrement que le gars, ça lui fait un petit truc au fond de son cœur, tu vois. Je pense qu'il se dit, c'est pas ouf. Mais en fait, on s'en branle. Je vais te dire très honnêtement, quand tu es au fond de ton lit et tout, alors la vérité, Chris, c'est que moi je connais plein de gens, du coup je les vois, qui subissent des accidents de travail graves et en fait,
Le fait que le patron n'en ait rien à foutre, parce que ça, c'est extrêmement fréquent. Tu vois. Des gars qui disent, ça fait 20 ans que je bosse dans cette boîte, j'ai tout donné à cette boîte, machin, j'ai jamais eu un jour d'arrêt de travail, etc., etc. Et le jour où ma jambe est broyée, mon patron, il prend même pas le temps de m'appeler à l'hôpital. Tu vois. La vérité, c'est que contrairement à ce que pense François Ruffin, le plus fréquent, c'est ça. Mais admettons que ton patron, il t'appelle à l'hôpital. Qu'est-ce que ça change? Tu sais, ça te fait un peu moins de peine et tout. Je pense que ça rajoute pas de l'humiliation en plus, tu vois. Mais en vrai, qu'est-ce que ça change? T'as fait de la plus-value sur ma gueule, t'as fait exprès de pas mettre aux normes les machines parce que ça te faisait perdre de la thune, t'as préféré mettre en danger ma santé que ton portefeuille. Tu peux avoir toute la peine du monde que tu veux. Des mecs qui font de la merde et qui ont de la peine derrière, des mecs qui sont dans des positions d'extrême pouvoir et ça leur fait un peu de peine de voir concrètement. Enfin, je veux dire, c'est l'histoire des dames patronesses du 19e siècle qui trouvent que quand même, il faut être un peu gentil, il faut donner à la messe, etc. Parce que quand même, moi, ça me fait de la peine au fond de mon cœur que les ouvriers regardent leurs enfants, ils sont sales, ils ont des guenilles, ils peuvent pas s'habiller, etc. Bien sûr, mais c'est pas comme ça qu'on fait de la politique. On fait pas de la politique en attendant que les gens qui sont en position de domination et qui sont en position d'exploiteur soient un peu tristes au fond de leur cœur quand il nous arrive des bricoles, tu vois, c'est pas comme ça que ça marche, désolé. Hein. Ben, en fait, tu vois, c'est intéressant ton parallèle parce que les idées de gauche, tu vois, le reliquat qui reste d'idées de l'égalité totale, de la justice qui vient du mouvement ouvrier, du marxisme et tout, pour des gens qui l'ont mal digéré ou pas sérieusement, c'est plus une pratique, c'est une espèce de petite conscience, tu sais, une espèce c'est un sentiment, c'est une émotion. Un petit sentiment émotionnel qui fait qu'on a du mal à voir des pauvres dans la rue. Exactement comme, je trouve brillant ce que tu as dit, comme les dames patronesses avaient ce reliquat de catholicisme, tu sais, de justice un peu dans la chrétienté, et se disent, c'est quand même dur. Nous qui mangeons quand même des baumets tous les jours, d'aller à l'église et de voir ces petits-enfants mourir, tu vois. Et ben en fait, cette gauche-là est devenue cette médiocrité, c'est-à-dire une bonne conscience, quoi. Une bonne conscience pour les médiocres comme Ruffin, comme pour les médiocres dames patronesses, et non plus une force qui transforme le monde, tu vois. Et ben c'est à nous de faire en sorte que la gauche redevienne non pas une bonne conscience et puis on se lave les mains et puis on va à la messe et puis voilà, c'est ce qu'il y a. On peut imaginer toute cette analogie, tu vois, de la messe de gauche et puis on se fait plaisir et puis on va avoir des colloques et puis on discute, etc. Non, ça doit être une forme transformatrice. Ça doit pas être on va tenter de mettre des bouts de rafistolet. Et vraiment, on parle de Ruffin, mais le roi de ça, c'est les Verts, quoi. Tu vois, c'est vraiment cette conscience-là. Et ils ont effectivement le reliquat. Parce que c'est une idéologie qui pour eux n'est plus vraiment efficace, qu'ils ne maîtrisent plus comme la religion à la fin du 19e devient un petit peu inefficiente et inutile. Bah, ce qui reste, c'est les petits dilemmes moraux individuels, quoi. Ce que tu peux avoir dans Balzac, ce que tu as aussi dans Mauriac et tout, tu vois. Comment vivre quand on est un bourgeois riche? Bernanos, c'est ça, tu vois. Ça me fait rire que Bégodeau soit fan de Bernanos. Il devrait essayer de comprendre à quel point, justement, il est un chrétien qui ne pratique pas l'œuvre du Christ, mais qui simplement a des problèmes moraux et des petits dilemmes, tu vois. Mais voilà, et ben Ruffin, il en est là, tu vois. Il va à peine à la messe, il sait plus trop si le catholicisme peut régner sur terre, etc. Mais il lui reste un truc de dire, ah, quand il y a des pauvres, c'est pas bien, c'est pas gentil, etc. C'est tragique pour le coup, c'est assez tragique. C'est très bien vu. Parce que ce sont des hommes et des femmes avec des vies, des visages qu'il connaît, qu'on va en parler dans le journal local et que voilà, il y a un ancrage lié à ça, tandis que... Tu vois, en plus, il ne se rend pas compte de la saloperie qu'il dit. Ouais, il dit, ah mais en fait, ma réputation face aux autres, je vais mettre la clé sous la porte, je vais passer pour un mauvais patron, on va entendre pas. Mais vraiment, ce type est en train de nous vendre la bonne société du 19e siècle, quoi. Les petits notables qui font vivre des familles par leur activité. Mais vraiment, on est dans le libéralisme petit bourgeois le plus standard. Vraiment, la question c'est pourquoi une fois qu'il a mis la clé sous la porte, ce petit patron, le premier truc qu'il fait, c'est de vouloir en remonter une boîte pour reprendre son capital, etc. Pourquoi ça ne le fait pas dire putain, mais cette concurrence de merde, etc. Où moi j'exploite des gens, où moi je demande à des gens de bosser pour pouvoir capter du capital contre d'autres, bah en final ça me nique. Est-ce qu'on serait pas mieux tous ensemble à essayer de produire tous ensemble collectivement? Pourquoi il n'arrive pas à ça, tu vois? Ça c'est une vraie question. Et ben non, il va l'enfermer dans le réel en disant ah ouais, il a de ces petites... Là je le redis, mais c'est pour ça que nous, voilà, les affects, vraiment, c'est une catastrophe. Vous voyez, ça, c'est une analyse qui part des affects. C'est une analyse qui part que des affects. Et Ruffin, c'est que ça. Et il va dire, ah ouais, mais qu'est-ce qu'on fait des affects du petit patron? Et voilà, est-ce qu'on peut les transformer, comme dirait Spinoza, en un affect triste, en un affect de joie? Non!
Non, ce ne sont pas des affects, ce sont des comportements humains cohérents et significatifs qu'il faut abolir. Voilà, ce qu'il faut faire comprendre au petit patron qui met la clé sous la porte, c'est qu'on s'en fout de sa pleurnicherie. C'est qu'il faut qu'il abolisse lui-même sa croyance dans le fait que on sait mieux quand il y a des gens qui sont patrons et des gens qui sont ouvriers. C'est ça qu'il faut qu'on se batte. Je m'en tape de sa pleurniche si c'est pour remonter une boîte dans 2 mois et la refaire couler dans 10 ans. Je m'en fiche. Ce qu'il faut, c'est faire comprendre cette façon dont vous travaillez, dont vous vous organisez en croyant qu'il faut des patrons et des ouvriers. Est-ce que, en mettant la clé sous la porte, vous avez compris que ça ne pouvait pas marcher comme ça et que l'humanité ne pouvait pas marcher comme ça? Si oui, eh ben très bien, rejoignez le glorieux mouvement communiste et le chef suprême Zoé. Voilà. Sinon, eh ben on s'en fout de vos pleurniches, quoi. Voilà. Enfin. Oui. Et pour aller dans ce que tu dis, tu vois, après on va regarder François au Puy du Fou. Vous allez voir, ça va être super. Mais pour continuer dans ce que tu dis, tu vois, là, donc le gars est en larmes dans son lit, il pense à ses employés qui vont perdre leur emploi. Bon, visiblement, il pense surtout, comme tu l'as dit, vu ce que dit Ruffin après, à la réputation qu'il va avoir dans le secteur d'avoir fermé sa boîte. Donc, il pense en fait à sa gueule. Mais bon, bref. Du coup, camarade, j'imagine que tu es, toi, petit patron en larmes dans ton lit pour l'interdiction des licenciements. J'imagine. C'est ça. Non, mais, tu vois. C'est Si ça. vraiment ça te fait beaucoup de peine dans ton cœur. La vérité, c'est que non. La vérité, c'est que les petits patrons, donc là, ils parlent de patrons de PME. Je vous rappelle que PME, on parle de boîtes qui potentiellement ont 40, 45, 50 employés. Hein. Vous voyez un peu la taille du patron dont on parle. Hein. C'est vraiment du délire. Hein. Et c'est d'ailleurs leur rhétorique insupportable là, aux gens de gauche qui essayent de tenir un discours sur les petits patrons, de mélanger des gars qui ont des boîtes de 45 salariés et des gars qui sont auto-entrepreneurs, qui sont en fait en salariat déguisé, pour faire croire que tout ça, c'est la même question, alors que ça ne l'est pas. Par contre, un indépendant à l'aise type médecin libéral, etc., est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus proche dans ses structures mentales et dans sa position de classe d'un patron de 40 salariés que d'un auto-entrepreneur en salariat déguisé, évidemment. Et en je salariat vous renvoie... même surexploité, tu sais, parce Ouais. qu'ils sont dans des conditions encore plus archaïques que le salariat Oui. exploité aujourd'hui. En standard. tâcheronnage, Ouais. etc. Enfin, sans aucune protection sociale et tout, c'est des situations qui sont pas du tout comparables. Et ce petit patron-là, s'il chouine autant dans son lit, le nez plein de morve, de devoir virer des gens, pourquoi il ne milite pas pour interdire les licenciements? C'est pas parce qu'il est méchant au fond de son cœur, c'est pas ça. C'est qu'il n'y a pas intérêt dans sa position de classe. Et c'est pour ça qu'on vous parle de classe. Les petits patrons, contrairement à ce qui est dit, sont des gens très organisés. Ils ont des fédérations, de l'artisanat, la FCA, comme on voit ici, les fédérations du bâtiment, etc., etc. Ils sont très bien organisés. D'ailleurs, c'est eux que la France Insoumise a invités pour penser à leur programme sur les petits patrons, ce qui est une des critiques principales qu'on fait à l'AFI sur ce sujet-là, hein, parce que vraiment, tu peux choisir aussi d'inviter la CGT Commerce, par exemple, qui est une des branches les plus radicales de la CGT, d'ailleurs, hein. La Fédération du commerce de la CGT, allez-y, invitez-les. Vous allez voir un petit peu le discours qu'ils vous tiennent. Vous allez voir que ça va pas du tout être le même. Hein. Ça va être très, 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 très différent. Et ils vont avoir des idées hein, pour organiser le commerce, les petites boîtes, etc. Mais ce sont des idées qui vont passer par le fait de niquer l'intérêt de classe des gens qui sont des patrons, y compris des petits patrons qui restent des patrons, contrairement à ce que dit François Ruffin. Et donc, en fait, ces gars sont très organisés et ont toujours fait du lobbying, ont toujours fait des luttes pour ne pas donner de droits aux salariés face à leurs patrons. Parce que c'est leur intérêt. Parce que c'est leur intérêt. Donc, il va falloir arrêter d'avoir une vision, comme tu l'as dit, d'enfants de 4 ans, en fait. Hein, tu vois, de « Ah ben, il y en a quand même, ils sont gentils. Il y en a quand ils ont fait bobo à leurs copains, après, ils sont tristes. Donc, c'est bien qu'ils sont pas si méchants que ça, etc. » Il faut regarder concrètement comment tu organises une société pour que les gens n'aient pas d'intérêt personnel à baiser la gueule des autres. Et ça passe par le fait de, nous, on pense, hein, d'aller vers une abolition du patronat tel qu'il existe. Et donc, ça passe par le fait de se dire, bah, tu es en train de déplorer que, je sais pas, telle boîte est en train de couler, telle boucherie, parce que y a la concurrence de la grande distribution à côté, telle boucherie artisanale est en train de disparaître, etc. La boucherie artisanale, en tant que petite boutique, disparaît par le fait de l'organisation capitaliste aussi hein, du truc, donc elle est aussi victime de ce truc-là. Et plutôt qu'avoir comme réponse de dire, on sait qu'on a, je parle de boucherie, mais ça pourrait être sur plein d'autres trucs, hein, mais c'est souvent un argument qui est repris. Au lieu de se dire, on a plein de gens en France qui savent faire très bien leur métier, qui connaissent très bien les filières d'approvisionnement, les éleveurs et machin et trucs, plutôt qu'en avoir une vision de droitard et d'être là, de dire, ouais, la tradition, on est en train de perdre notre tradition, etc. Il faut se dire, mais ces gens-là savent travailler. Pourquoi c'est pas la puissance publique qui propose
une collectivisation des circuits de circulation de la viande, par exemple, et qui permettent à toutes ces personnes d'utiliser leur savoir-faire, d'être utiles dans cette chaîne de production, éventuellement de répartir le travail entre toutes ces personnes, éventuellement de mettre en commun les savoirs, de mettre en commun les outils pour que ça soit moins coûteux écologiquement. En centralisant, il y a moins besoin d'utiliser du carburant pour le transport, etc. Enfin voilà, je ne suis pas une spécialiste de la filière de la viande, hein, donc si vous l'êtes, allez en commentaire, mais ça serait beaucoup plus ambitieux et intéressant comme projet. Et là, je vous donne cet exemple-là, mais vous pouvez le faire avec tout, tout. Vous pouvez chouiner autant que vous voulez sur le fait que, ah là là, quand même, avec l'augmentation du prix de l'électricité, les kinés libéraux, ils rentrent de moins en moins dans leurs charges, etc. Mais pourquoi ils sont libéraux? Pourquoi ils sont libéraux? Dans un monde normal, tu fais de la kinésithérapie pour tout le monde, tu devrais être payé de manière fixe, quels que soient les types de gens que tu soignes, le temps que tu y passes, etc., pour pas faire de conflit d'intérêts avec ton intérêt unique qui doit être de soigner. Et tu es payé toujours au même salaire, et tu es fonctionnaire de l'État, et l'État te garantit le fait que tu as un local avec l'électricité payée. C'est plus ton problème, en fait. C'est ça la solution. Sortir de la petite bourgeoisie. Voilà le projet. C'est aussi de rappeler ce que tu as dit tout à l'heure, c'est très juste. C'est même pas de maintenir leurs entreprises à la fin qui les intéresse. C'est pour ça que sinon, tu vois, ils pourraient presque la maintenir en la collectivisant. Tu vois, à la fin, entre choisir de maintenir leur entreprise en la collectivisant ou choisir de licencier en pouvant remonter une boîte ensuite pour rester dans leur classe, ils vont choisir le second. C'est ça ce que disait Zoé à l'instant. Et c'est bien de les démasquer parce que, à mon avis, tu dois avoir la même cas, toi, surtout dans ton métier médical, de dire, mais en fait, est-ce que vous faites ce métier-là pour la thune, pour le prestige social que vient de décrire, tu vois, d'être le petit machin du village, etc. Ou est-ce que vous le faites parce que vous aimez votre métier? Moi, un gars qui me dit, moi j'ai licencié mes trucs de boucherie, ça marchait pas, alors du coup je me suis mis dans la clope électronique, je me dis, t'aimes pas la boucherie en fait. Tu vois ce que je veux dire? Un mec qui me dit, moi j'ai lancé mon truc de boucherie parce que je trouvais que la façon dont on faisait ces trucs-là, ça me plaisait pas, et puis ça a marché, et puis en fait maintenant ça marche plus, mais du coup je trouve ça dommage qu'il manque ce truc-là, donc je préfère être nationalisé pour pouvoir juste continuer d'exercer cette forme-là, tu vois? Là je me dis, là il y a une dimension communiste, parce qu'en fait, à la fin, c'est la valeur d'échange qui prime sur le fait d'être dans une classe ou sur le fait de se faire du cash, quoi. Et donc, parler de la manière dont on permet une activité de valeur d'échange plutôt que de stabiliser les formes en disant « Ah ben s'il y en a plus, alors il y aura plus de bouchers, alors il y aura plus de machin ». Non, c'est faux. À la fin, les gens qui agissent comme ça, comme des petits patrons, ce qui les intéresse, c'est d'être petits patrons. C'est pas le produit qui est donné à la fin. Il n'y a jamais personne qui a mis sa clé sous la porte en disant « Ah bah non, en fait, je pouvais continuer de me faire des couilles en or, Zoé, avec mes outils de production en changeant complètement l'objet de l'entreprise, mais du coup, j'ai arrêté parce qu'en fait, une fois que ça marche plus le textile, je retourne pointer à France Travail, quoi. Enfin, personne fait ça, quoi. » De l'autre côté, du côté des firmes, on voit très bien quand même comment ça se fait, comme si c'était un tableau Excel. Voilà. Alors c'est bien parce que en fait, derrière les gens qui organisent des plans sociaux, il n'y a pas de chef, de DRH qui ont des affects, mais vraiment, tu sais, à la fin, ça donne des histoires qu'on se raconte le soir pour se faire plaisir. T'as le petit patron qui est en larmes parce que voilà, mais Corinne, DRH, qui est pas si bien payée que ça, à qui on demande d'aller au feu devant les employés alors qu'elle croit pas du tout parce qu'elle a vu les chiffres et que les actionnaires, eux, se déplaceront jamais et que le PDG se déplacera jamais quand il faut annoncer des saloperies. Elle, c'est forcément une connasse, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Alors oui, il y en a des DRH qui sont des salopards, des traîtres, voilà. Et on peut aussi trouver dans la même logique des gens qui disent putain, fais chier, je vais devoir annoncer ça, j'y crois pas du tout, alors que l'entreprise même des gens fait du qui profit. chialent, Chris, des Voilà, gens qui vont chez le médecin, qui arrivent, qui chialent, qui disent en fait on doit encore faire un plan, c'est moi qui le pilote, je suis au bout de ma vie, etc. Et il y a même des gens qu'on arrête pour ça, il y a des gens qui essayent de se buter pour ça. Bien sûr, en fait, bien sûr que le monde est violent, que le monde est méchant, et qu'en fait il y a des gens qui participent à ça et qui trouvent ça pas bien, mais en fait on s'en bat les couilles tant que cette énergie n'est pas utilisée à faire en sorte que ces choses-là n'arrivent pas. Encore une fois, on regarde tes actes, tes sentiments personnels quand tu participes au fait de faire de la merde. Ça nous intéresse assez peu, en fait. Et là-dessus, je vous conseille d'aller écouter le 2e épisode du podcast Les Voix de l'exploitation. Le 1er et le 2e. Parce qu'en fait, là, vous allez écouter une travailleuse pour le 1er épisode, qui est une travailleuse de la restauration, qui raconte comment elle vit l'exploitation dans la restauration alors qu'elle est mineure, non déclarée. Et c'est de la restauration, donc c'est des petits patrons, hein. Et ils te connaissent, le visage en direct, etc. Tout ce que dit Ruffin. Le 2e, très bon épisode aussi. Et là, on a le 3e qui va sortir là très bientôt, ou qui est sorti quand vous regarderez ça. Le 2e épisode, c'est un camarade, un travailleur qui raconte son expérience de travail à la fois dans le milieu des garages automobiles et dans le milieu du bâtiment. C'est pareil, c'est que des petits patrons, c'est que des cas où tu as ton patron en direct. Et ça, je l'avais dit dans la capsule qu'on a fait avec Padu et je le redis. Le truc de se dire,
L'exploitation au travail, elle est moins violente quand tu es dans une petite boîte parce que c'est moins dépersonnalisé, parce que tu connais le gars, parce que tu fais la pause clope avec lui, parce que tu es au courant que son gamin, il a eu l'appendicite, que sa femme est de nouveau enceinte et qu'elle a fait une fausse couche et qu'ils sont tristes, tu vois. Tu es au courant de tout ça. Ça n'empêche pas le niveau de violence et d'exploitation, voire même ça le facilite. Parce que du coup, il y a un espèce de côté de je vais quand même faire l'effort pour Thierry, machin. Une fois, c'est vrai qu'il nous a offert un cadeau à la naissance de la petite. Bon, après, il m'a empêché de prendre mon congé parental parce que ça tombait au mauvais moment. Et ma femme s'est retrouvée toute seule et a fait une dépression postnatale. Mais en fait, la vérité, elle est celle-là. Et dans les grosses boîtes, alors ça dépend des grosses boîtes et tout, mais la vérité, c'est que comme il y a des collectifs de salariés, parfois qui peuvent se fédérer, se mettre en syndicat, etc., en fait, ça permet aussi d'avoir du rapport de force face à la direction. Et je vous assure que c'est très fréquent quand vous bossez dans une très grosse boîte et que vous êtes en CDI, etc., d'avoir des jours enfants malades, par exemple. Mais alors, demandez à un gars qui bosse dans le garage de votre village s'il a des jours enfants malades, si son gosse a la varicelle, mais il va se faire foutre de fou, en fait. De fou. Et là, je donne l'exemple des jours enfants malades, mais c'est le cas pour plein d'autres trucs. Moi, le nombre de gars que je vois qui sont arrêtés et qui se font harceler par leur patron passe devant chez eux pour voir si vraiment ils sont malades, si vraiment ils sont en arrêt, etc. Et ça, c'est les faits. On se connaît, t'es mon pote, petite boîte, etc. Et écoutez cet épisode des voies de l'exploitation où vraiment il va vous expliquer, hein, le camarade. Il vous explique comment les apprentis qui sont des mômes, alors je ne sais plus si c'est en zone rurale ou pas, mais moi je le vois très bien, les gamins des prolos de chez moi qui se font maltraiter par le système scolaire depuis qu'ils sont en maternelle, hein. Moi j'ai assisté à ça concrètement dans la classe de mes gosses, hein, des petits garçons Dont le qui système sont est ciblés. orienté pour les maltraiter en plus. Ah mais de fou, c'est-à-dire qu'il est pensé pour ça. C'est-à-dire le môme arrive, il a 3 piges, il a de la morve, il a une totote dans la gueule, on a déjà commencé à lui baiser sa gueule, quoi. C'est une dinguerie. Et moi, tu vois, qu'il y a des gamines qui font ce que Bourdieu avait prévu pour elles, c'est-à-dire ta mère est diplômée, machin, t'es une fille, tu te conformes bien grâce au truc et tout, beaucoup mieux. Moi, j'ai vu leurs copains, dès la petite section, se faire cibler, et tu sais que le môme, ça va être l'enfer, alors que le môme n'est pas du tout débile, etc. Pas du tout, du tout, du tout. C'est juste que tout est pensé pour que ça chie. Donc, le môme chie à l'école. À 14 ans, le gamin, c'est tellement violent l'école pour lui qu'il n'en peut plus. Il n'a qu'une envie, c'est de quitter le système scolaire. Et là, on lui propose l'apprentissage. Et donc, le gosse se retrouve à 14-15 ans avec des patrons complètement tarés. Et vraiment, écoutez le camarade qui vous parle de ça dans les garages, hein. Comment les apprentis sont utilisés comme de la main-d'œuvre pas chère, comment ils sont mis en danger avec potentiellement des mômes qui peuvent se retrouver extrêmement blessés, voire tués. Je vous rappelle que chaque année, on a des enfants qui meurent sur des chantiers, qui meurent dans des machines, qui meurent parce que ils sont utilisés comme ça par le gentil petit patron chez qui ils ont trouvé leur stage parce que c'est le pote de leur père depuis 20 piges. C'est ça la vérité. La proximité n'empêche pas la violence. Elle peut même la faciliter. Faut sortir de ce truc avec le petit patronat. La vérité, c'est qu'un bon fonctionnement d'un garage automobile, ça serait des gars qui sont là parce qu'ils aiment bien mettre les mains dans des bagnoles. Il y a plein de gars et de meufs qui sont passionnés par la mécanique. Et moi, j'y connais pas grand-chose, mais ça a l'air effectivement passionnant, tu vois, comme capacité à faire des choses avec tes mains, comprendre où est la panne, etc. Tout ça en travaillant dans un espace qui est hyper médical un réduit. peu, avec Ouais, un ouais, de fou. diagnostic et tout. De fou, de fou. Et tu vois, enfin, moi, et en fait, il nous faudrait Moi, imaginer. je pense que t'as un devenir mécano, Zoé. Tu vois, Ben, non, mais en je tant que comprends médecin, vraiment. tu vois, je vois le pont, quoi. Ouais. Ouais, mais je comprends vraiment en quoi, tu vois, ce type de métier, ça peut être hyper stimulant, passionnant et tout ça. Et donc, tu vois, dans un monde communiste, quand vous écoutez ce travailleur de l'automobile qui dit, mais en fait, je suis dégoûté parce que moi, j'aime bien réparer les voitures et on me demande de rajouter des trucs qui sont pas nécessaires. Vous savez qu'on raconte toujours que les garagistes, c'est les plus gros arnaqueurs, etc. Mais parce qu'ils sont mus par le besoin de profit, en fait. Vous créez des garages publics où c'est des gars passionnés de mécanique. Leur but, c'est que la bagnole, elle roule le mieux possible et de s'adapter à ton type de conduite et de s'adapter Qui s'appelle au Orio type Cuba, de... quoi. Ben oui, ben oui. Les rois Non, de la mais mécanique dans le monde, justement, parce que c'est ils les ont pas Cubains le choix. qui Ouais. sont capables, parce qu'ils ont toujours les mêmes bagnoles depuis les années 50. D'ailleurs, tu sais, ça donne un côté très rétro aux images cubaines et tout ça. Et qui, aujourd'hui, les bagnoles qui roulent à Cuba, toutes les pièces ont été refaites de bout en bout. Les mecs sont des spécialistes du moteur de ces bagnoles. Ils peuvent te refaire chaque partie, etc. Parce que, comme ils peuvent pas importer, ils ont été obligés de faire vivre les voitures plus longtemps. Mais en fait, on peut penser à un monde où ces tâches-là sont assurées pas par des petits patrons et c'est beaucoup mieux, à la fois pour assurer cette tâche et pour les gens qui travaillent dans ces trucs qui se font violenter et maltraiter. Et vraiment, je conclus là-dessus, mais moi, je n'en peux plus d'entendre ces délires de on se connaît, du coup, c'est cool et tout. Non, putain, je vis en campagne, je vois ça toute la journée. C'est juste faux. C'est faux.
Et surtout, le truc de ce que tu as dit tout à l'heure, c'est qu'ils sont pas faits par des petits patrons. Souvent, elles sont pas faites par des petits patrons, mais dont le pouvoir sur Mais ces oui. tâches-là est détenu par les petits patrons. On va finir cette capsule là-dessus. Je pense qu'on fera une autre capsule sur Puy du Fou. Oui, sur parce le Puy que, du Fou. Voilà, sur les petits patrons, on a plein de trucs à dire, mais c'est intéressant parce que ça va être l'enjeu. Va falloir tenir sur la ligne de la rupture. Mais là, c'est marrant parce qu'il oppose aux firmes, au DRH, donc il invisibilise complètement. Tu vois, c'est là où on voit que ce type est un clown. Il ne comprend même pas les rapports sociaux. Il ne comprend pas, oui, qu'il y a plein de cadres en burn-out parce qu'ils se rendent compte que leur taf est de moins en moins, utile à la société. Simplement, il est utile à des actionnaires et tout. Enfin, on voit, il y a de plus en plus de désertion et il y a de plus en plus aussi, tu sais, de cadres qui votent Mélenchon. Tu vois, c'est voilà, donc. Et il n'a pas compris en fait que il est en train de vouloir maintenir le pouvoir du petit patronat alors qu'il ne peut plus, comme dirait Lénine, voilà, et qu'on n'en veut plus. Enfin, en tout cas, je sais pas tout le monde, mais nous avec Zoé, on n'en veut plus, voilà. Ah non. Alors qu'il y a un pouvoir à rendre à ces couches salariées, mais justement en cogestion avec les autres couches salariées, justement contre les actionnaires et la banque, tu vois. Et donc, il évacue 20% de la société salariale qui est des gens cadres et qui pourraient justement adhérer à une société plus planifiée parce qu'ils vivent dans un monde planifié avec les tableurs Excel dont ils parlent, là, etc. Et qui vont être prolétarisés par l'IA si l'IA n'est pas reprise collectivement comme un potentiel de bienfait pour l'humanité, exactement comme les découvertes, je sais pas, de l'électricité, du train, etc. Tu vois. Eh bien, non, il va aller chercher un ancien pouvoir qu'il va revaloriser contre un pouvoir émergent qu'il ne voit pas. Voilà, et qui a plus de potentiel progressiste, voilà, l'intégralité du salariat généralisé que, comme on le dit nous ici, et ben ça a un nom, hein, quand tu viens chercher un ancien pouvoir qui ne peut plus contre un nouveau pouvoir que tu ne vois pas, ça s'appelle la réaction, voilà. Il est profondément réactionnaire dans sa vision des choses, même s'il se targue d'être de gauche. Marx, allez lire ça, c'est très facile à lire, dans le manifeste, c'est la partie 3, où Marx parle des littératures communistes et socialistes, et il montre eh bien qu'il y a des Proudhon, il y a des Sismondi, etc., qui sont des pensées socialistes réactionnaires, féodales, qui pensent que, ah oui, exactement ce que tu viens de dire, les petites relations, tu sais, sacrées, comme il dit Marx, voilà, il se moque un peu d'eux, tu vois, le voile sacré des relations féodales, des petits villages, voilà, tout ce que vient de vous vendre Ruffin, là, ça a un nom, ça s'appelle la réaction. Au mieux, si on est gentil avec lui, une forme de socialisme réactionnaire. On ne peut rien miser sur lui parce que vous savez, dans l'histoire, quand vous faites confiance à des Proudhon, à des Sismondi, qui sont soit du socialisme bourgeois, soit du socialisme réactionnaire, à la fin, il ne reste que le bourgeois et le réactionnaire. On ne voit jamais le socialisme. Voilà. Totalement. Bon, sur ce, les amis, il fait super chaud. Là, vous voyez peut-être que je commence à dégouliner, littéralement. Donc, on va s'arrêter là parce que là, je n'en peux plus. Je vais aller me mettre sous l'eau froide, en fait. C'est ça que je vais faire. Sur ce, les amis, comme d'habitude, vous savez, le film sur Cuba est en cours de stratégie de diffusion phase 2. La phase 1, c'était l'avant-première incroyable qu'on a faite le 13 juin à l'Université Paris-Nanterre. Et la conférence qui a suivi avec Saïd Bouamama et Salim Lamrani vient de sortir sur la chaîne On ne veut plus. Jetez-vous dessus, allez la voir. Cette conférence est un banger. Et particulièrement, je le redis, mais la dernière réponse de Saïd qui est pour moi vraiment à la fois d'une limpidité et d'une force, c'est ce qui doit guider notre action politique des prochaines années. Voilà, je vous tease un peu, mais regardez tout avant parce que sinon ça n'a pas de sens. Vous pouvez bien sûr, si vous le souhaitez, faire partie de la phase 2 de la diffusion collective, où vous organisez vous-même chez vous, dans vos quartiers, dans vos villes, dans vos villages, dans vos îles, partout, des diffusions publiques. Vous nous contactez sur le petit formulaire de contact la-brèche.org, vous remplissez tout et nous, on reprend contact avec vous. Ensuite, vous pouvez aussi nous aider à faire partie de la phase 3 de la diffusion qui se prépare, c'est-à-dire la diffusion qui sera en libre accès sous YouTube dans quelques mois avec le plus de sous-titres dans le plus de langues possibles. Et donc, si vous avez des skills de traduction dans toutes les langues possibles et imaginables, du moment qu'il y a des êtres humains qui la parlent et qui peuvent être intéressés par le sujet de la lutte anti-impérialisme, c'est-à-dire absolument tout le monde sur cette planète, eh bien, vous pouvez nous écrire à film@association-labrèche.org pour pouvoir nous prêter main forte. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui nous ont financés sur le Tipeee.
merci, c'est grâce à vous qu'on fait tout ça, c'est grâce à vous qu'on prévoit encore des trucs de dingue, encore plus dingue que ce qu'on a déjà fait, qui est déjà assez cool, je trouve. Ouais. Vous n'avez pas encore vu le film, mais vous n'êtes pas prêts. Ce film est vraiment trop bien. Si vous voulez nous aider, c'est sur le Tipeee que ça se passe. Merci à ceux qui le font et merci à ceux qui le feront. Vous pouvez aller nous suivre sur les réseaux Insta, Twitter. Vous pouvez aller voir les chaînes On ne veut plus. Vous pouvez aller écouter les podcasts des voix de l'exploitation. Vous pouvez aller lire la revue Position Revue. Et sur ce, les amis, on vous dit à plus tout le monde. Salut. Salut les gens. Salut.